toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour la suite de Jurassic World, intitulée cette fois-ci Jurassic World Fallen Kingdom, sorti en 2018 de Juan Antonio Garcia Bayona, avec Chris Pratt, mais aussi Bryce Dallas Howard. C'est un film qui a coûté entre 170 et 187 millions de dollars. Il en a rapporté, je crois, 1 milliard 300 millions grossièrement. Il y a eu un budget de marketing de 185 millions. Je le précise parce que c'est assez rare d'avoir les budgets de campagne marketing quand on cherche quelques informations sur le film. Donc grossièrement, il a coûté 370 millions de dollars en tout et pour tout. On pourrait arrondir à 400 pour faire plus simple. Il dure 2h08 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h08 ? Eh bien c'est un volcan qui entre en éruption sur l'île de Isla Nublar. Une mission est alors orchestrée pour sauver les dinosaures et Claire et Owen sont de la partie. J'ai vu assez peu de promos sur le film, donc je suis allé là-bas assez frais, même si j'ai eu vent que la promotion en dévoilait beaucoup trop. C'est aussi toujours le problème avec ces blockbusters. Je vous préviens tout de suite qu'il va y avoir des spoilers, mais je n'ai pas vraiment apprécié le film, je n'ai pas été très touché, et pourtant je pensais que ça allait mieux marcher que le précédent, parce que Bayona, il avait fait un film que j'avais beaucoup aimé, c'était The Impossible, avec Ewan McGregor. Vraiment un très bon film, et après il avait fait Quelques minutes après minuit, je crois que c'est le titre, que je n'avais pas forcément beaucoup apprécié. J'étais pas dedans, clairement il me manquait l'entrée pour être en émotion, même s'il y a une scène avec la mère qui marche bien, mais je trouvais qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de connexion. Alors bon, j'y allais pas défaitiste, mais j'étais très suspicieux, méfiant. En sortie de salle, eh bien, je me suis dit tout ça pour ça. Alors avant même la sortie de Jurassic World, Trevorrow et Spielberg manifestaient déjà des envies de faire d'autres films pour former une grande histoire plutôt qu'une suite d'épisodes. C'est pour cela qu'on rattache toute une première partie de récit à un lieu du précédent film, pour faire une sorte de jonction. Au scénario, on a Trevorrow, l'autocar de l'épisode précédent, et Derek Connolly, qui a fait donc des scénarios comme Kong Skull Island, bon, malheureusement, Jurassic World, mais aussi Monster Trucks, qui était pas un bon film du tout. Dans ces perspectives, ça fait déjà peur, mais le problème, c'est que quand il y a le réal qui s'y met en plus, ça fout la merde. J'avais lu un passage dans une interview où le réalisateur disait qu'il laissait les acteurs faire des modifs sur leur rôle et leur scène. Alors soit le scénario était tellement nul qu'ils ont voulu le modifier, soit le réal est tellement docile que les acteurs ont voulu en profiter. Et Bayona a servi de véritable serpillière à toutes les personnes et avait peu de pouvoir sur le tournage. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi je plancherais pour un mix des deux personnellement. Je pense pas qu'il ait vraiment eu le droit de modification sur le scénario. C'est quand même une grosse machine, il y a des producteurs derrière. Chris Pratt il fait un petit peu tout le film aussi, donc s'il avait envie de changer un truc, je pense pas que Bayona en tant que yes man dans cette production-ci avait vraiment le choix. Je sentais qu'il avait pas beaucoup de marge de manœuvre sur pas mal de scènes. Le producteur disait que Bayona avait incorporé des idées dans le script, tout en disant que c'était la même histoire écrite par Connolly et Trevorrow. Donc à un moment, il faudrait savoir. Alors on retrouve des choses similaires de films précédents de Bayona dans ce film-ci. L'absence des parents, la maladie, les enfants, les cauchemars, tout ça on retrouve. Quand je dis les cauchemars, il n'y a pas réellement de cauchemars, mais c'est des visions cauchemardesque. Le dinosaure qui est dans l'espèce de tunnel et qui apparaît progressivement, ça c'est une vision cauchemardesque qui sort du noir. Il y a quelque chose vraiment de l'œuvre du cauchemar, mais aussi la scène bien sûr où on a le Indominus Raptorus je sais plus quoi qui avec la main va essayer de choper l'enfant. La première scène elle est pas mal, ça engage bien le récit je trouve, avec des rapports d'échelle qui sont impressionnants, le tyrannosaure qui apparaît avec les éclairs derrière, c'est très efficace, et là ça ouvre le film sur de bonnes bases je trouve. Le film généralement ouvre de nouvelles possibilités de narration, de situation. Le film, progressivement, va s'écarter
du parc Jurassique et va étendre son propos. Donc justement étendre son propos Jurassic World. Hein, donc ce n'est plus World, donc World Park, donc le parc, mais World, le monde entier. Même si honnêtement, faut arrêter de déconner, c'est juste une vingtaine de dinos qui sortent du lieu à la fin du film. Hein. Ça c'est aussi un peu une grosse connerie. Hein. C'est pas comme si c'était des centaines et des centaines de dinos. Non, non, c'est juste une poignée. Allez, au maximum, grand maximum, une cinquantaine. C'est pas comme si c'était tout d'un coup, oh là là, on va entrer dans une nouvelle ère. Oh là, je vous en parlerai de cette connerie encore à la fin. Ça, c'est aussi une grosse connerie. Hein. Et puis, il faudrait vraiment qu'ils soient tous en couple. C'est-à-dire qu'il y ait des couples de dinos à chaque fois pour qu'ils puissent faire des enfants et peupler un peu plus la planète. Parce que là, si c'est juste un exemplaire de chacun, ça va pas aller très loin, le Jurassic World. Alors bon, tout ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais l'idée de Jurassic World, c'est la coexistence entre dinosaures et humains. Dans celui-ci, on a l'impression qu'on est encore dans un épisode de transition quand on regarde le film. Ça ouvre des possibilités, mais c'est aussi une écriture paresseuse, parce qu'on a des putains de tocards qui ne savent pas prendre les opportunités pour créer des scènes. On ne s'arrête pas sur les points importants, ça c'est un scandale. La fille clonée, c'est-à-dire le clonage humain, qui est effectif dans le film, il est complètement passé à la trappe. C'est trop vite vendu aussi. Il y a aussi le potentiel d'armement des dinosaures, qui est qui disparaît, on n'en voit pas le potentiel, c'est-à-dire que tu as des pistes qui sont super intéressantes, mais genre le clonage humain, on peut cloner les humains maintenant. Et non, ils en ont rien à foutre, c'est pas quelque chose qui doit nous... c'est-à-dire, l'événement n'est pas dramatisé pour choquer le spectateur. Non, pas du tout. C'est passé à la trappe, et le potentiel d'armement des dinosaures, c'est encore une fois, super opportunité, mais complètement sous-exploité. On est dans une salle où il y a des mecs qui vendent les dinosaures et c'est tout. Et on le verra peut-être même jamais, ce potentiel d'armement. Et ça, c'est très très frustrant. Moi, j'aimerais bien voir des ankylosaures défoncer des tanks et tout ça. Mais non, ça, hors de question. Oh là là, c'est trop pour les débiles, donc on bazarde de ça. Voilà. Alors, la question à la fin aussi, c'est est-ce qu'ils doivent disparaître ? Je vous épargne le commentaire de la séquence où il se pose la question parce qu'elle est tout aussi minable. En fait, Hollywood trouve toujours un chemin, c'est celui de raconter toujours la même histoire, sans jamais rendre leur récit plus autonome par rapport au passé. On a eu un merveilleux exemple assez récemment, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette critique, c'est le Terminator. On répète les mêmes choses, alors que on peut le concevoir avec ces deux premiers volets, cette franchise de Jurassic World est pensée comme une sorte d'acte, avec celui-ci qui est un acte de transition. Eh bien, celui-ci ne peut pas vivre, je trouve, sans le premier. Et ne peut pas s'empêcher de teaser le troisième. Il ne peut pas vivre indépendamment. Et ça, c'est de plus en plus le cas pour pas mal de films, justement de choses qui veulent être un petit peu plus amples, de ne pas vivre seul. C'est-à-dire que, on va dire dans 15-20 ans, on sera obligé de regarder le premier pour apprécier et comprendre le deuxième. Ici, on propose une nouvelle dynamique. Au lieu de tuer le monstre, de tuer le dinosaure, eh bien on va le sauver. On va sauver ce qui reste de la vie animale sur cette île. On va ramener ces dinosaures sur le continent principal. C'était un petit peu l'idée du monde perdu. Donc une évacuation plutôt secrète. Alors que l'île est surmédiatisée. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Ils arrivent, encore une fois, déclenchement de l'aventure, appel à l'aventure, 25e minute, ils arrivent sur l'île. Classique. Le scénario respecte vraiment les actes, la durée, ce qui rassure en fait le spectateur dans la dynamique de l'action, vous savez, le rythme. Je crois en anglais ils appellent ça le pacing, vous voyez, donc le rythme de la narration qui doit déclencher des choses chez le spectateur. C'est assez classique ici, mais je trouve que le film demande de faire des efforts pour se faire accepter plus qu'un autre, parce que le scénario est mal écrit. C'est-à-dire qu'il y a quand même un manque d'intérêt pour suivre pas mal de personnages, des dialogues vraiment pour expliquer ce qui se passe, pour faire avancer le scénario, et beaucoup de dinosaures qui font des trucs pour faire du spectaculaire, alors que d'habitude un animal ne ferait pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, un manque de logique dans les situations.
mais de toutes sortes. Par exemple, le T-Rex remue dans la cage, les gardes devraient venir voir. Ça fait du bruit, un T-Rex qui remue dans sa cage. Donc par juste sécurité, les gardes devraient venir voir un petit peu est-ce que c'est bon. Et ils auraient du coup vu Owen et Claire dans la cage. Mais non. Voilà, une logique toute bête, mais non. Par exemple, le volcan. Eh bien, il y a une idiotie quand même de ne pas avoir prévu que le volcan serait en éruption. Il y a des scientifiques qui estiment la dangerosité du site. Ils auraient même pas dû faire le parc sur cette île s'ils avaient fait les tests scientifiques. Ça fait des millions et des millions de visiteurs par an, en moyenne. Et à ce nombre-là, tu redoubles d'efforts non seulement pour la sécurité de ton parc, ce qui n'était pas le cas du tout, mais du tout dans Jurassic World, ce qui est déjà la première connerie du premier scénario, mais ici tu fais soigneusement gaffe au potentiel accident environnemental. D'autres pistes sont aussi intéressantes, mais on ne sait pas où ça va aller. L'idée que l'ADN de dinosaures soit en open source, que ça ne soit pas à quelqu'un en particulier, ça permet des expérimentations scientifiques, génétiques, mais encore une fois, on ne sait pas où va ce sujet parce qu'il est proposé, mais il n'est jamais allé à fond. On ne voit pas toutes les expériences qu'ont essayé de faire les gens jusqu'à arriver à certains dinosaures, par exemple. C'est ce que dit Malcolm, encore une fois. Le premier film, c'est ce que dit Malcolm à un monde. Et ça, on peut l'appliquer au film. Ça, je ne vous apprends rien, ça a été dit maintes et maintes fois. Avant même de savoir ce que vous avez créé, vous l'avez emballé dans un joli emballage plastique et maintenant vous le vendez. Vous allez le vendre, voilà. C'est la même chose pour ce film. Les mecs, ils savent pas ce qu'ils avaient au scénario, des bonnes pistes, et avant même de vraiment créer quelque chose, ils l'ont emballé dans un joli emballage esthétique, hein, avec un joli réal qui a une petite aura, qui est bien sympathique, qui fait des belles images, et ils l'ont vendu. Voilà. On a aussi une nouvelle version de Rebooting the System avec Claire qui doit réactiver le système de sécurité pour traquer les dinosaures. On reprend. Voilà, des dynamiques de films précédents. Ça peine à créer de nouvelles dynamiques. On force les redites entre les films pour créer une sorte de cohérence, de filiation même. On a l'impression aussi qu'ils sont piégés par les films précédents. On peut se perdre au jeu devant cette générosité de nostalgie. Hein. Le film n'échappe pas. Le précédent, il faisait pas mieux, hein, mais celui-ci n'y échappe pas. Hein. Voilà, sous prétexte que c'est Bayona, oh là là, les hommages deviennent plus éclatants, plus scintillants, plus justes, plus justifiés. Non, excusez-moi, hein. Ce n'est pas plus juste en fait, c'est une paresse. Alors bien sûr, ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, qui a créé le cœur, qui a écrit la structure, les situations. Il peut les faire varier un petit peu, mais je pense pas qu'il ait eu vraiment de la marge. Et ça, bien sûr, ça bride les possibilités. Quand c'est écrit par un tâcheron, il faut être vraiment un petit génie pour dépasser son écrit, quoi. Bayona, je pense que c'est un bon réalisateur, mais d'une part, il n'a pas fait beaucoup de films, donc il n'est pas aussi rodé, surtout des machines comme ça. Et ce n'est pas un génie, donc il fait ce qu'il peut, il s'en est grossièrement relativement bien sorti, mais c'est pas mirobolant du tout, hein. Et depuis la sortie de ce film, je l'ai pas revu, hein. Il me donne pas envie de le revoir. Une scène peut-être, une ou deux scènes, il y a beaucoup de scènes réchauffées, à part celle avec le Pachycephalosaurus qui fonce sur tout ce qu'il voit, mais qui au final fait plus de victimes que l'Indoraptor. C'est quand même un comble, un l'Indoraptor, le monstre incroyable et tout ça, et en fait, c'est le Pachycephalosaurus avec sa tête qui défonce les crânes, qui détruit les os, qui fait plus de dommages. Il y a des choses qui ne sont pas logiques, quand je vous parlais de logique un petit peu avant, il y a des choses qui ne marchent pas, et quand ça marche pas, c'est mécanique, aucune surprise. Le truc du clonage, c'était une surprise, mais ils en font rien. Il y a encore moins de surprises quand vous avez vu toute la promo. La promo, après je l'ai vu, la promo, ils dévoilent tout, mais juste tout. Tout est signifié clairement. Et ça, c'est vraiment un problème. Le film passe d'ailleurs son temps à détruire les éléments du passé, que ce soit la nouvelle île ou les reliques d'un autre temps qui sont renfermés comme une sorte de trophée dans le manoir.
Un exemple qui pourrait illustrer ça, c'est la mort du brachiosaure qui est laissé sur l'île parce qu'il ne peut pas nager avec ses petites pattes. Il s'enfoncerait dans l'océan, mais sa tête n'est pas assez haute. Ça dure 50 secondes entre deux scènes de tension et je comprends pas pourquoi ou comment les gens ont pu être émus par cette scène parce que on a à peine le temps d'identifier ce qui se passe que c'est déjà terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de build-up. J'entends par là, il n'y a aucune construction qui amènerait au débordement émotionnel dans cette scène-là. C'est une référence qui amène au passé, donc qui considère qu'on a vu et qu'on a été ému par l'apparition du premier dinosaure dans Jurassic Park, et qu'on puisse lier, bien sûr ce n'est pas le même brachiosaure bien sûr, mais qu'on puisse lier cette émotion qu'on a du premier Jurassic Park avec Jurassic World Fallen Kingdom, ce que je trouve extrêmement prétentieux d'assimiler une émotion du premier film avec pour faire le boulot de cette scène-là. Je crois que c'est ça en fait qui me dérange, tout en étant bien sûr 50 secondes qui sont là aussi pour narrer cette séquence. Donc ce ne sont pas 50 secondes qui sont concentrées sur l'émotion, c'est 50 secondes tout compris de la scène qui est censée émouvoir. Et à l'image du film général, l'intérêt reste sur cette île et dès qu'on en sort, il n'y a plus de valeur, je trouve, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus vraiment de tension, ou quand elle est présente, je la trouve pas très efficace pour ma part. Mais j'entends par là, quand on parle de l'île, c'est que le film est coupé en deux. À partir du moment où on sort de l'île, on va dans le manoir. Et du coup, ce que je peux considérer comme l'acte 3 est assez long. Il est moins ambitieux, il a moins de paysages, vous voyez, on reste... enfermé, le film s'enferme, mais c'est fait exprès. Et on arrive à une autre dimension, un mélange de genres, mi-aventure, mi-slasher épouvante. Mais je conçois mal quand même qu'on ait peur devant ce film, à part bien sûr des petits. Il y a quelques moments d'épouvante, mais ce n'est pas... c'est très standard, c'est très quelconque. On est loin de la peur et de la construction de la peur quand la femme, là, le professeur Sattler, va remettre le courant. Alors là, on est sur des peurs terrifiantes. Là, honnêtement, avec l'espèce d'Indominus Raptorus, là, c'est un peu pitoyable. Faut dire ce qui est. La chose est montrée de façon pitoyable, avec le chasseur qui croit qu'il est mort et en fait il ne l'est pas. Enfin, c'est minable. Le climax, il est chiant. Tout le bazar des méchants riches, c'est d'un ennui mortel. Avec la cupidité, le respect de la vie animale, blablabla. Bla bla bla. Tout ça tombe à plat pour le thème de la vente d'armes. Pourquoi créer un dinosaure, ou en tout cas l'utiliser pour tuer des gens quand on a un flingue? Parce que bon, un dinosaure, tu lui tires dessus, il va pas rester très longtemps. Même on va dire, oh là là, on va acheter un Triceratops. Ah oui, puisque un Triceratops, c'est sûr que ça coûte moins cher et que c'est plus résistant qu'un tank. Mais oui, bien sûr, tout le monde sait ça. C'est ridicule. Les mecs sont pires que des débiles. Il faut vendre leur potentiel génétique. On n'a pas besoin de vendre l'animal en entier. Surtout que genre les pays de l'Est, Ukraine et tout ça, comme ils nous le suggèrent légèrement, c'est pas des gens qui ont un matériel génétique. Il faut vendre leur potentiel génétique. Il faut pas vendre la bête en elle-même. Ils vont mettre quoi sur le Triceratops? Des lance-roquettes? À un moment, il y a une couille dans le pâté, quoi. Tu vends le potentiel génétique. Tu vends le service du gène. Pas l'animal en entier, il sert à rien l'animal en entier aujourd'hui. C'est pas un animal qu'on va pouvoir contrôler efficacement, on a des armes beaucoup plus puissantes qu'eux. Alors je vois bien les raptors là qui dévorent tout le monde, mais c'est que les soldats, depuis le premier, là, le Jurassic World, et j'ai presque envie de dire même depuis le premier Jurassic Park, les militaires et les gens qui sont là pour notre sécurité, ce sont des débiles, ce sont des gens qui ne savent pas viser. Il y a que le Robert Muldoon qui sait à peu près ce qu'il fait, mais là on est encore sur des crétins 2000 quoi. Parce que vous allez pas me faire croire que toutes ces personnes qui les achètent ont le moyen et le personnel de faire des copies de ces monstres. Il faut donc vendre le dinosaure comme une marque, comme un potentiel, et pas comme l'objet en lui-même. La personne achète la marque et après, depuis le centre, il crée les copies.
Là, ça n'a aucun sens, ou en tout cas la façon dont ils nous l'ont présenté, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un simple dino? Ne serait-ce que juste pour la collection. Pour la collection, je peux bien, mais là, c'était clairement de la vente d'armes. C'est ridicule, voilà. Pour faire du safari privé ou des choses comme ça, à la limite, je veux bien le comprendre. Bon, même si c'est quand même... assez réducteur de le faire comme ça, surtout avec tout le discours sur le potentiel armement que voulait un gars dans le premier film, dans le premier Jurassic World. C'est bête quoi, c'est juste bête. Et on en revient aussi à des choses bêtes, on dit oui, Bayona, un grand réalisateur et tout ça, mais on vient encore avec des débilités de scénario, de scène avec le mec qui ferme l'ascenseur et le système d'ouverture se casse, et comme par hasard, ça se réouvre avec le Indominus Raptor. À les écouter, on a l'impression d'avoir libéré des centaines et des centaines de dinosaures, mais à tout casser, ils sont 30. C'est là où on parle à la fin, une ère de dinosaures et tout ça. Mais non, ils sont une poignée, ils feront rien de mal, ils peuvent même pas s'accoupler. Qu'est-ce que vous voulez que ça crée? À la fin, les dinosaures sont libérés de leur enclos. Ah, ils sont en liberté, on est d'accord. Mais au grand max, ils sont 50 et la plupart des espèces sont uniques. Pas de reproduction. Donc il n'y aura pas de Jurassic World. Les dinosaures vont dominer le monde, mais non, non. Ok, ils ont une liberté, très bien. Ils sont plus cantonnés à une île, mais ils ne peuvent pas se reproduire. Ils sont une poignée, l'armée va les traquer easy. Car si ça se trouve, par rapport à Jurassic World, ils ont encore leur implant. Donc l'armée pourra facilement les capter. On parie combien que dans le prochain on aura des dinosaures qui n'ont jamais été capturés dans celui-ci? On verra, hein. On verra s'ils savent bien écrire leur scénario. Mais pour l'instant, c'est pas mirobolant, hein. Que ça soit le Trevorrow ou la patte de Bayona, hein. Chris Pratt est égal à lui-même, mais le film ne se sert pas de Owen. Il est toujours le même que dans le premier film, mais il n'y a pas de développement. C'est pour ça que je dis que le film ne se sert pas de lui. Et puis encore une fois, on a de la débilité. Owen dit « attendez mon signal pour tirer » et le mec, soi-disant professionnel, tire avant son signal. On vante ici l'idiotie des gens. Le Owen, il est pas badass, mais c'est un comique athlétique. La scène par exemple où il est immobile devant la lave, il doit se tortiller pour échapper à la lave. Là, c'est vraiment de la comédie presque à la Jackie Chan, j'ai l'impression. Une espèce de de comédie de corps. Vous savez, comme ces acteurs des premiers âges, Buster Keaton, Harold Lloyd ou encore Charlie Chaplin. Mais devant la lave, honnêtement, je pense que le mec serait déjà en train de fondre devant la température. Là, il est encore tout à fait en sûreté. Ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il fasse des blagues de cul pendant que Claire chevauche le T-Rex. C'est un peu du niveau du cheeseburger dans le monde perdu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une exigence que je commence à avoir de réaction de personnages et de situations, et ce pour n'importe quel film. Et encore une fois ici, je trouve qu'il y a de vraies faiblesses. Ce sont des faiblesses qui sont là pour un public qui est peut-être moins adulte, moins logique. Et du coup, je pourrais résumer assez rapidement que le film n'est pas pour moi. Parce que sinon, les mecs seraient pas aussi cons. À un moment, ça suffit. Claire, quant à elle, eh bien, elle a switché, elle a fait un 180 degrés. Le travail de Claire, c'est qu'elle participe à un groupe de protection des dinosaures. On comprend pas pourquoi elle veut les sauver au-delà d'être une militante, mais on voit que cette businesswoman est devenue une activiste. Dans un sens, pourquoi Claire n'est pas en prison, on ne le saura jamais, hein, parce que dans l'absolu, être incapable de gérer le parc et finalement être le responsable de plusieurs centaines de morts, honnêtement, ça mérite une bonne amende et un petit peu de prison. Mais bon, hein, après tout, ce qu'elle a fait, c'est une faute professionnelle, grave. Elle doit avoir un sacré avocat dans ce cas-là. On aurait pu imaginer qu'avec Claire en prison, ça aurait donné à Lockwood, donc le personnage qui est présenté dans ce film, une valeur plus active. Elle pourrait avoir été sortie de prison grâce à Lockwood, qui lui demanderait du coup de faire ça. Alors que là, c'est bas de carton, quoi. L'autre personnage bas de carton, c'est le docteur Henry Wu, toujours en train de déplacer ses données de labo en labo. Le pauvre, il commence à avoir l'habitude. Lui, il a pas de bol aussi, hein. Ça pourrait être un très bon méchant, mais il est juste nul, sous-exploité. Ian Malcolm se joue, quant à lui, un peu le Al Gore des dinosaures, dans le sens « je vous l'avais bien dit ».
Mais bon, il n'y a aucun nouveau personnage qui est vraiment engageant. Il y a le geek, absolument affreux. On n'est pas compatible, un peu maniéré, vous savez, un peu excessif. On dirait un petit peu Maurice Moss dans The It's Crowned. Vous voyez ce que je veux dire? Le geek qui a peur de tout, du moindre son, il crie. Pourquoi il est là? Pour accéder à certains fichiers, ce que pourrait très bien faire Claire. Hein. Mais puisque c'est une greluche dans le film, eh bien c'est le film qui le dit. Hein. Excusez-moi, c'est pas moi, c'est le film qui le dit et qui le démontre. Elle peut pas faire ça, donc elle a besoin d'un mec, voilà. C'est ridicule. Il y a la femme, je crois, qui est médecin, mais je me rappelle plus de son nom, qui est à peu près correct, mais qui fonctionne dans les contrastes, bien sûr, avec les autres personnages comme le geek. Donc bon, malheureusement, on est à ce niveau-là. Hein. On a le vieil homme, Benjamin Lockwood, le partenaire de Hammond, alors partenaire caché, hein, parce que bien sûr, il faut créer des liens avec Jurassic Park, donc créer des partenaires cachés. Il pop tout d'un coup, ami et collaborateur de Hammond, un vieil idéaliste, mais tout ça, c'est juste pour essayer de raccrocher les wagons, mais c'est des wagons fantômes. Hein. Il n'entend même pas un immense labo construit dans son sous-sol, quoi. Mais what the fuck? Enfin, ou alors il en avait un, mais il croyait que c'était désaffecté. Mais quand tu vois les camions passer, tu te dis non, mais tu peux pas ignorer ça, voyons. Tu peux pas ignorer les camions, quoi. C'est ridicule. Et le Mills, là, l'espèce de chambellan de Lockwood, là, de Jafar, au moment où il sortait des escaliers, on sait que c'est le méchant. Et ça, mais c'est énervant de le voir, mais c'est trop évident. C'est des personnages cartoon. C'est le coyote. C'est le coyote de... Et Lockwood, c'est Bip Bip, je sais pas, mais c'est à ce niveau-là de basique. C'est basic instinct, là, c'est basique narrative, quoi. Non, mais moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou que pour un film, on fasse pas d'efforts comme ça. Alors c'est sûr, il y aurait moins de choses à narrer, il y aurait moins de personnages, oui très bien, mais les personnages qu'on nous présente, ils seraient solides. En un seul film, j'entends par là, c'est-à-dire construire en un seul film des personnages. Mais les écritures, oh là 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 là, la conspiration qui se voit à 10 000 km au moment où l'assistante ouvre la porte, on sait que c'est le méchant. Ça se voit à 10 km. C'est comme si c'était un ultralosaure et qu'on voit le scénario d'en haut et il n'y a plus rien peut nous surprendre. Et encore lui, bon, hein, il est pas. Mais le chasseur, oh là là, le chasseur. Mais le mec, il a aucune compétence. Sa compétence est montrée nulle part. Et à la fin, tout le monde panique, il n'y a plus personne dans la salle, et l'autre se pointe, je veux mon bonus. Oh là là, putain. Oh. Je ne peux pas considérer ce film comme bien. Parce qu'il s'agit aussi d'un scénario et il s'agit aussi de personnages. Et les humains sont d'une bêtise, mais d'une bêtise. Le chasseur, il endort l'Indoraptor, et il ouvre la cage pour enlever la dent. Et mais oui, bien sûr, quel débile. Le scénario ne pouvait pas avancer autrement que par la débilité de ces personnages. Et ça, c'est une faute, mais on peut pas, enfin, c'est pas possible de créer des blockbusters à ce niveau-là. Ou si le film avait eu des remontages très intenses, des retournages forts, et il y aurait du saccage de personnages, je pourrais le comprendre, mais ce n'est même pas le cas. On ne peut pas confondre la bêtise humaine que pointent les gens qui veulent défendre le fait que les gens fassent des conneries et la décision d'action de personnages dans certaines situations. Bayona est dans les deux films que j'ai vus de lui, c'est-à-dire précisément The Impossible et Quelques heures après minuit, c'est un humaniste, c'est un homme qui croit dans l'homme, dans la rédemption, dans la force et la volonté, mais ici c'est un misanthrope. En tant que réalisateur, on ne peut pas laisser des personnages pareils. On ne peut pas laisser ces personnages s'exprimer. C'était pas possible. Le film est manichéen, les riches méchants, et le vieux riche trahi par un jeune. Oh là là, c'est pas méchant, c'est très vilain tout ça. Tous les gens qui meurent sont des salauds, il n'y a aucun impact. Et les gens mis en valeur de façon positive, tu es sûr qu'ils vont pas mourir. Et Bayona essaye de nous faire croire le contraire. C'est vaillant de sa part. Mais on sait tout de suite qui va mourir et qui va vivre. Owen et Claire sont dans la cage. On sait très bien qu'ils vont vivre. Parce que le film ne cultive pas sa tension. Le film ne cultive pas
sa fatalité, son fatalisme, le destin dangereux que peuvent rencontrer les personnages. Les gens mis en valeur de façon positive, eh bien tu es sûr qu'ils ne vont pas mourir. Et Bayona il essaie vraiment très fort de nous faire croire au contraire. Bien sûr c'est le contrat que nous devons accepter. Mais on sait tout de suite qui va mourir et qui va vivre. Owen et Claire sont un moment dans une cage avec le T-Rex. On sait très bien qu'ils vont vivre. Alors pourquoi nous créer ces situations-là? C'est parce qu'on les rend trop invincibles, trop cartoonesques, trop nécessaire au scénario et à la trame que on se dit qu'ils ne peuvent pas mourir maintenant, et c'est très dur d'accepter le contrat, d'oublier qu'ils sont des héros invincibles. Ça, c'est un des problèmes du film. Après, il s'agit aussi de l'expérience du spectateur, de ne pas avoir en tête les règles quand il regarde le film, mais aussi d'accepter cette convention. Nous avons un dernier personnage, je crois qu'elle s'appelle Messi, c'est une petite fille qui est dans le manoir de Lockwood. La petite fille joue très bien, mais il y a quelque chose avec cette fille qui est très étrange, c'est que c'est un clone, une révélation à moitié impressionnante dans le film, parce que c'est une idée qui est balancée comme ça, sans en avoir quelque chose à faire, et finalement juste pour appuyer un propos de fin, et finalement appuyer aussi un bouton à la fin, c'est-à-dire que la gamine se cache tout le temps, et là tout d'un coup, contre le Raptor, elle se met sous les draps de lit et pas, par exemple, sous le lit. Des idioties comme ça, on force le scénario à faire des absurdités aux personnages, là c'est dans le cas de la fille, pour permettre un plan stylé. Ah là, Nosferatu avec la main du Raptor qui s'approche de la gamine, comme la main de Nosferatu s'approchait, je crois qu'il s'appelait Johan, il me semble, dans le film de Murnau. Voilà, des rapports de mains comme ça, d'ombre, de mains ténébreuses qui vient prendre la vie. Ok, le plan il est stylé, mais dans l'absolu, ton personnage, il ferait pas ça. Il se mettrait pas dans les draps, il se mettrait sous le lit. Enfin voilà, encore une fois, voilà, pour permettre un plan stylé, on rend les gens crétins, mais bon. La petite fille, elle n'est pas juste pour ce plan stylé, elle est là pour mettre en valeur le danger que représente l'homme. Le danger n'est pas le dinosaure, mais l'homme. Les adultes, du coup, à la fin, décident de ne pas libérer les dinosaures, donc de ne pas libérer des animaux, les condamner à mort, parce qu'ils seraient responsables de la vie de milliers de personnes s'ils les lâchaient, parce que les dinosaures, ça a beau être des animaux, ça fait quand même de sacrés dommages, et certains dévorent de la chair, donc il faut... c'est pas simplement un petit tigre comme ça, c'est des monstres énormes, donc à un moment, il faut penser aussi à la vie des gens sur le sol, quoi, sur le sol américain. Et la gamine appuie sur le bouton parce que elle est comme eux. Non, elle est absolument pas comme eux. Elle est civilisée, elle pense, elle se projette dans l'avenir. Alors bien sûr, là, c'est pour le geste de la cause animale. Alors là, on va pas gazer ces animaux, blablabla. Mais en attendant, encore une fois, c'est un manque de responsabilité. On parle de personnages qui incarnent la pureté, mais là, elle a juste autorisé la mort de peut-être plusieurs centaines de personnes, voire de milliers. Bon. Je pense pas qu'aussi peu de dinosaures fassent des milliers de morts, mais on ne sait jamais. Je vous parle même pas des dommages matériels. Les dinosaures, eux, eh bien, ils sont légion dans ce film, ils sont bankable, alors on en met un petit peu partout, voilà, les grands prédateurs, les dinosaures iconiques. J'entends par là que par exemple à un moment on prend le sang du T-Rex original, donc du film original, pour le donner et sauver un dinosaure dont on se fout. Donc un film dont on se fout. Donc on prend, comme pour les dinosaures, un peu d'ADN de l'original, du Jurassic Park de Spielberg, pour essayer de sauver des films blessés, des films où il manque des morceaux d'ADN. On caractérise en plus les dinosaures. On crée quand même de l'émotion avec certains dinosaures, comme le brachiosaure, voilà le premier qu'on a vu sur l'île et le dernier quand on sort de l'île. Mais ça reste des moments qui sont un petit peu bâclés parce qu'il y a un manque de setup de ce dinosaure-là. Et l'émotion même avec les dinosaures, c'est compliqué. Ils ont disparu depuis des millions d'années, ils ont été reconstitués, mais avec de l'ADN de grenouille. Et ils auraient dû mourir sur cette île entièrement en quelque sorte, grâce à l'éruption volcanique. Donc là, ce film leur refuse la mort une fois de plus.
on a toujours les mêmes choses, vous savez, le T-Rex Deus Ex Machina, plusieurs fois, sachez-le, plusieurs fois, il arrive comme ça, il sauve la situation. Alors il ne sauve pas la situation en mode héroïque, comme c'était le cas pour le premier film, mais il fait l'affaire des humains en intervenant d'une certaine façon. Avec toujours un plan iconique, toujours le plan iconique où il crie comme ça, comme si on ne pouvait pas le mettre en valeur autrement, ce qui rend presque le moment ridicule. Comme le mosasaure avec la bouche ouverte. Avec ces moments-là, on a l'impression que les dinosaures attendent leur scène. Alors pourquoi, par exemple, le mosasaure, il me semble que c'est le mosasaure, ou le mosasaure, non, il me semble que c'est le mosasaure, n'irait pas attaquer le bateau avec les dinos en tempête. Un peu comme si c'était une arche de Noé, vous voyez, ça, ce serait une scène épique. Alors là, ce serait une scène complètement épique, mais non, à la fin, il est avec des surfeurs, le mosasaure. Ah là là, les opportunités gâchées. Alors comme mosasaure, il pourrait sentir qu'il y a de la viande sur ce bateau, il pourrait essayer de le renverser, de le pousser, de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, en pleine tempête, ça ce serait épique. Mais alors là, moi, en plus, les cages, elles s'ouvriront peut-être, enfin, là, ce serait, oh là là, il y aurait de la tension. Ah oui, mais bien sûr, non. Alors le mosasaure, on le met à côté, comme je vous dis, les dinosaures attendent leur scène, et on le voit à la fin pour un petit caméo. Et bien sûr, on a toujours des raptors, alors qu'il y a plein d'autres carnivores, et aussi des carnivores de petite taille. Et des fois, même certains sont beaucoup plus beaux que les vélociraptors. Je pourrais pas vous dire, mais à un moment, je collectionnais des cartes de dinosaures. Bon, vous savez, c'est les espèces de cartes de magazines, hein. Et il y en avait un qui avait un peu la même taille que le raptor. Et il était rouge avec des rayures jaunes magnifiques. Mais malheureusement, ce serait compliqué de trouver exactement le type de dinosaure que c'est, parce que j'ai pas les bouquins de dinosaures à côté de moi, donc je vais pas faire des listings. Mais il y a des dinosaures carnivores qui chassent en meute, qui sont magnifiques et qui pourraient, encore une fois, peut-être un peu remplacer les vélociraptors. Mais parce qu'ils sont iconiques, parce qu'ils ont été dans tous les films de la saga, qu'ils ont eu leur scène, qu'on peut pas s'empêcher de les mettre à chaque fois. Alors là, pour le coup, le Raptor Blue, il devient un personnage. Le film part sur l'idée qu'on est très intéressé sur l'idée de connaître Blue. Franchement, on s'en tape un peu, quand même. Vraiment Blue en mode ultra chien qui sauve son maître alors que ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et l'Indoraptor qui suit les ordres d'un laser. Il y a vraiment un problème avec... Ils savent pas quoi faire des dinosaures. C'est l'impression que ça m'a donné en fait. L'Indominus était déjà assez ennuyeux, mais ici c'est la même chose. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs, hein. L'Indoraptor se transforme en espèce de boogeyman et fait des frayeurs comme ça aux gens. Dans l'absolu, on a peur des raptors parce qu'il faut vraiment attendre la remise en place du système dans le parc dans le premier film. Tant que la remise du système dans le parc n'est pas en place, eh bien ils peuvent aller à peu près où ils veulent. Et ici, l'Indoraptor est montré sous toutes ses coutures dans une scène où il ne peut pas bouger. Et là, il y a beaucoup moins de peur qui peut s'installer. Parce que l'Indoraptor est montré dans le film bien clairement alors qu'il est passif. Alors que dans les films précédents, les raptors sont montrés dans le potentiel agressif maximal et le plus dangereux, et à chaque fois avec un grand sens de liberté quand on les voit, bien sûr. Parce que dans le premier, on les voit même pas à travers voilà, un grillage ou une cage, mais on les voit pas. Mais quand ils nous sont dévoilés, ils sont terrifiants. La première fois qu'on voit un raptor dans le premier Jurassic Park, c'est quand il vient agresser le professeur Sattler dans l'espèce de remise là, quand on a réactivé le courant. C'est terrifiant. Et dans Le Monde Perdu, eh bien il y a cette fameuse scène des hautes herbes. Ça c'est aussi très connu et c'est le moment terrifiant aussi. Ici il y a un vrai raté de situation mettant en scène les dinosaures. D'après nos ciné, tout prédestinait Bayona à faire le film. The Impossible, un goût de la ruine et de la reconstruction. Quelques minutes après minuit, les peurs de l'enfance et l'orphelinat, la gestion des lieux clos. Donc tout cela pouvait l'amener à faire un bon épisode. Le JDG, lui, disait qu'il y avait une bonne réale sur une idée absurde. Je suis aussi d'accord avec ça. Le scénario pêche, mais la réalisation essaye de rehausser. Vous voyez, c'est les films où on a l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule à l'écrit, mais que le réalisateur
rend une copie acceptable. Mais je dirais dans ce cas-là que le travail d'auteur est au final broyé. Il filme péniblement des scènes écrites sans aucune épaisseur. Et c'est un film vraiment dommage parce que Bayona me semble avoir eu des idées sur la façon de filmer des scènes, avoir aussi les moyens de faire des petits délires, par exemple le moment où Claire et l'autre geek, là je sais plus comment il s'appelle, ils sont dans une espèce de boule et la boule va dans l'eau et on a un suivi de la boule jusqu'à la plongée dans l'eau. Il donne aussi une dimension plus sombre, on rend les monstres plus effrayants avec une mise en scène lourde et plein de petits effets. Postmodernisme oblige aussi les clins d'œil à Jurassic Park, mais aussi à Jurassic World. Faire des références à un mauvais film, ça c'est une nouvelle tendance. On relance une franchise qui était déjà dans son cercueil, bien installée, et pour preuve, on a ce travelling des pieds à la tête de Claire, où on a une tenue plus décontractée, et aussi dans un monte-charge. Avant on était dans un ascenseur pour montrer que elle est la même tout en n'étant pas la même. On l'identifie au mouvement de cette caméra et en même temps on montre qu'elle a changé avec un nouveau costume pour montrer qu'elle s'est libérée de pression et de charge puisqu'avant elle était en charge du parc, de la sécurité du parc et des relations publiques, il me semble. Moi j'avais bien aimé l'effet même si du coup la situation était ratée, je trouve. Le moment où il y a je crois un baryonyx dans le tuyau, dans l'espèce de tunnel et que au fur et à mesure, il y a de la lave qui passe et on voit le baryonyx s'approcher de plus en plus. Voilà, ça c'était plutôt réussi. Il y a des images fortes, des plans qui sont un peu plus soignés. La dernière demi-heure est un condensé de propositions visuelles, des valeurs et des mouvements de caméra qui sont plutôt maniéristes, avec vraiment des mouvements où on sent le mouvement de caméra propre, l'idée derrière. Il y a beaucoup trop de plans, je pense, qui prennent la pause. À ce moment-là, on est plus sur quelque chose de l'ordre de la beauté que quelque chose qui est de l'ordre de la fluidité et de la narration. L'impression que ça me donne, c'est que le film se met en pause pour un beau plan qui veut quand même raconter quelque chose, hein, mais qui prend trop de temps par rapport à la suite après qui est rushé. Donc le film ralentit pour son visuel. Ça donne l'impression qu'il y a trop de plans de bande-annonce, des plans iconiques, mais par exemple la scène du toit, avec l'évocation du monstre qui crie, c'est très mécanique, l'icône est beaucoup trop attendue, beaucoup trop appuyée. C'est une citation aux autres films de monstres, mais c'est trop fort en fait, c'est trop appuyé. Il y a une incapacité à créer des images iconiques pour les dinosaures, donc on les mixe avec des images liées à d'autres monstres ou à d'autres animaux. Le lion contre le T-Rex, mais le lion il voit un truc immense comme ça, il va se barrer, il reste pas devant en train de gueuler. Encore une fois, ok, c'est pour la symbolique, encore une fois, le plan qui est en pause pour mettre du beau visuel. On a deux faux rois qui se font face, mais dans l'absolu, c'est un plan iconique stupide. Le lion, il se barre direct, comme le chien dans Le Monde Perdu. C'est comme ça que ça devrait se passer. Il y a beaucoup plus, par contre, d'enjeux de lumière que le précédent. Le film se rapproche plus de Jurassic Park à ce niveau-là. Les dinosaures sont rendus plus beaux, mais tout aussi ennuyeux. On a une idée, par contre, et c'est constamment dans le film, que l'éclairage va révéler le dinosaure. Et il nous fait plusieurs fois la situation, mais jusqu'à presque survendre la situation. Et puis tout ce qui se passe dans le musée à la fin, l'espèce de musée du manoir de Lockwood, c'est une reprise de l'ambiance et d'une situation similaire à la scène de la cuisine dans le premier Jurassic Park. Je ne l'ai pas trouvé très agréable à voir. C'était bien éclairé, mais pas assez contrasté, je dirais, et il y avait des plans que je trouvais pas efficaces. Alors ça donnait l'impression, ok, d'un huis clos avec dinosaures, mais c'est compliqué. Quand on parle de Jurassic World, on souhaite quand même que ça soit un peu plus global et pas que le final se termine dans une espèce de maison, quoi. On a toujours cet isolement et on balance entre l'épique et l'intime, sauf qu'à la fin, il n'y a plus que l'intime. Et l'impression globale, de menace globale, disparaît. Le film a été tourné avec un ratio de 2.39. Le précédent avait un ratio un peu plus étrange. Je crois qu'il était en 2.10 de mémoire. Ici, on refuse la verticalité. Mais ce n'est pas spécialement gênant dans tout le film.
Pour quelques plans, oui, mais le format fonctionne très bien dans les extérieurs et dans les intérieurs, à croire que Colin Trevorrow était littéralement incapable de filmer dans ce format classique de cinéma, donc il a voulu faire son intéressant avec un format bien spécifique. Il y a peut-être un peu plus d'animatronique que dans le Jurassic World précédent. Les gens sont contents parce qu'il y a des animatroniques, et s'il n'y en avait pas, ils auraient gueulé. Je crois que c'est une affaire de 4 ou 5 animatroniques contre un du précédent. C'est plus facile de se projeter aussi pour les acteurs. La scène de la tête avec les épaules du T-Rex, eh bien c'est sûr que c'est plus facile pour l'acteur de percevoir, de toucher aussi la surface d'une telle créature. Il y a aussi pour Blue, l'Indoraptor et quelques mouvements saccadés qui sont refaits en CGI, le clignement de l'œil notamment de l'animal. Ce que Trevorrow a fait, c'est qu'il a écrit des scènes pour permettre la création d'animatroniques. Et c'est la pire des idées, c'est-à-dire créer des scènes pour des effets techniques et non des scènes pour bien narrer les situations et les personnages. Donc des fois, il faut écrire une scène pour des animatroniques. Et donc il faut créer un lien avant et après pour arriver à cette scène. Et des fois, donc des pans entiers du film ne servent à rien juste pour montrer de l'animatronique. Et ça, c'est un problème d'écriture grave, je trouve. Vous n'en avez pas l'impression? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que est-ce que c'est normal de faire une chose pareille? Là, en plus, c'est même pas pour des personnages ou quoi que ce soit, c'est pour des effets techniques qu'on rajoute des scènes. Et puis bon, comme si c'était que ça, hein, l'apparition du titre. Mon Dieu, on dirait une apparition de titre de film mauvais. Vous savez, ces films qui ne sortent pas au cinéma et qui ne sortent qu'en vidéo. Oh là là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, le film il est très mal barré. C'est de la surenchère. Et ça continue. Et c'est pas que pour ce film-là, c'est pour plein d'autres films. Ça va devenir la norme. La surenchère, elle va devenir la norme. Et bien sûr, quand on veut monter toujours plus haut dans les effets, eh bien, l'émerveillement du spectateur et la surprise de choses nouvelles, eh bien, ça va disparaître, ça va se diluer, ça va se dissiper, et on n'aura plus d'occasion, on n'aura plus l'envie d'aller au cinéma, parce qu'on aura déjà vu toutes ces images, parce qu'on aura déjà vécu tous ces effets. Et ça, c'est un problème aussi. C'est un film désespéré et qui n'échappe pas à une mise en scène lourde. Je me rappelle d'un insert de l'œil qui pleure juste après un flashback avec Owen et Blue. Ça, c'est quelque chose de très désespéré. On veut appuyer l'émotion de façon désespérée. On a des répétitions de gestes d'un plan à un autre. La double fermeture de la gyrosphère. La gyrosphère se ferme 2 fois. Alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle se ferme 2 fois. Il n'y a pas à souligner l'effet particulier de fermer la gyrosphère. Là, c'est juste du montage mal fait. Il y avait un problème au tournage qu'ils n'ont pas pu résoudre, donc ils ont fait comme ça. Et ça, c'est un problème. Ça reste un problème parce que ça peut faire sortir du film. Et sans qu'on en soit vraiment conscient. Et la musique, elle est générique. C'est une composition bruyante, très inappropriée par moments. Avec la fin sur les toits, notamment, je la trouvais inappropriée. Il y avait un problème. Je trouvais que ça n'était pas composé pour ça. Et c'est bien dommage de voir que le réalisateur n'arrive pas à dépasser le scénario. On peut se douter que le mec allait être complètement coincé. C'est mieux que le premier. Très bien, c'est mieux que le premier, mais ça ne suffit pas. Selon IGN, les rares bonnes idées croulent sous le poids des plus mauvaises. C'est une formulation avec laquelle je suis d'accord. C'est un bon blockbuster. C'est un meilleur blockbuster que beaucoup d'autres qui sont sortis l'année de sortie de Fallen Kingdom, mais ça reste pénible. 12, je sais pas, 12, 11,5. Allez, 11,5, on va être sympa parce qu'il y a quelques scènes qui sont sympas. Et le film, dans l'absolu, se regarde, mais c'est quelconque, c'est faible quand même, rétrospectivement. C'est bien aussi que je fasse les critiques bien après que le film soit sorti. Parce que là, on se rend compte que personne n'en parle, comme dit Denis Nedry. Tout le monde s'en fout. Voilà. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est une franchise qui doit évoluer ou périr. Alors ça, c'est à peu près sûr. Dans ce film, comparé au Monde Perdu, rien n'aura survécu. Hormis peut-être le 3e film qui va encore une fois essayer de sauver les meubles, mais c'est ridicule. Je veux dire, ces films n'ont rien pour eux. Les nouveaux monstres,
ils n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, tout le monde a déjà oublié une ligne de Minus Rex. Alors imaginez encore plus tard. Bah, c'est quand même terrifiant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai terminé de vous narrer mes notes à propos de ce film. J'ai terminé la critique. Dites-moi ce que vous pensez de ce film. Et rétrospectivement, est-ce que vous trouvez c'est pas un film malhonnête, mais enfin par moments un petit peu quand même, mais c'est un film trop faible et c'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé de ce que j'ai dit, du film. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous manifester. Ça vous donnera peut-être envie de le revoir, hein, qui plus est. Quant à moi, eh bien, je vous remercie pour le soutien, je vous remercie pour les commentaires, pour le soutien, même si vous voyez que je poste moins, c'est tout à fait normal, c'est normal, mesdames et messieurs, je voulais depuis des années ralentir ma cadence, mais ça ne veut pas dire que la chaîne va disparaître, à moins que tout d'un coup, il y ait des choses chez YouTube qui se passent et que je sois la victime, et que je sois impacté. Pour l'instant, je tiens ma barque dans la tempête YouTube. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!